Bonjour Solène, bienvenue sur Bancast. Bonjour. Alors Solène, tu travailles chez Zalando depuis plus de 5 ans. Oui, alors Zalando, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de vente en ligne de vêtements, accessoires et produits de beauté. Et c'est une entreprise allemande, donc on est basé essentiellement à Berlin et on opère déjà dans 17 pays au sein de l'Europe. De par nos responsabilités, on interagit avec énormément de départements pour assurer le succès commercial de nos marchés. D'accord. Et alors tu disais que Zalando, c'était multiculturel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect? Alors déjà, on est basé à Berlin, donc ceux qui connaissent sauront que c'est une ville très internationale. Et dans l'entreprise, on est 50% d'employés qui sont d'origine internationale, donc non allemande. Et quand on vient à mon service, c'est 75% d'internationaux et on a 14 nationalités différentes pour 22 personnes. Dans mon équipe, je manage un Brésilien, un Portugais, un Allemand, un Indien, une Polonaise. On est une équipe de, de 6. Donc oui, c'est très international et j'avais avant Zalando jamais connu autant de diversité. Est-ce que tu as noté des différences culturelles avec toutes ces nationalités dans ton équipe et dans tes services? Et comment tu as réussi à t'y adapter? C'est pas juste un collègue qui va être anglais ou un collègue qui va être d'Amérique du Sud. C'est vrai qu'on en croise beaucoup et donc on arrive un peu à se rendre compte des différences. Je pense que la principale, c'est pour moi ce qui me marque toujours, c'est la culture anglo-saxonne. De base, par rapport à un Français ou même à la plupart du reste de l'Europe, ils sont extrêmement positifs, vraiment dans la manière dont ils s'expriment. Et donc en fait, c'est un référentiel différent. Ils vont être extrêmement enthousiastes, ils vont toujours dire que c'est génial et c'est super, mais il faut faire attention parce qu'en fait, le référentiel est juste différent. Et un simple it's good, en fait, pour un anglais, juste c'est bien, c'est pas assez bien. Alors qu'un français, quand on dit c'est bien, on est hyper content. Et ça, j'ai un collègue qui passe son temps en réunion à conclure par ah, je trouve ça génial ou ça c'était vraiment, vraiment bien. En fait, je me suis rendu compte que pour lui, c'était vraiment juste un moyen de faire une transition, de changer de sujet et que c'était pas du tout qu'il avait vraiment trouvé que ce projet-là ou cette solution en question était génial. C'est limite un small talk, tu sais, les petits mots que tu te dis dans l'ascenseur pour faire passer. Exactement, exactement. Pour lui, c'est des mots de liaison. C'est aussi un moyen de mettre les gens à l'aise. La manière dont il va qualifier un projet, faut vraiment qu'il soit extrêmement enthousiaste pour qu'on comprenne qu'il soit extrêmement content. Par rapport à ce que tu disais juste avant, toi là où tu es plus sur la transparence dans ta façon de communiquer, où tu vas pas dire it's good si c'est pas good justement, il faut réussir à identifier ça, à comprendre que notamment par la culture, après il y a aussi des différences en fonction des gens, mais là il y a quand même peut-être un peu plus de chance, de risque que ça soit comme ça avec un interlocuteur anglo-saxon. Il faut savoir lire entre les lignes, exactement. J'ai un exemple très concret. Quand je travaillais chez Dior, je travaillais avec des collègues chinois et japonais. Donc au-delà du fait qu'on n'était pas dans les mêmes bureaux, donc la communication déjà on trouve un peu plus difficile, mais c'était ma première collaboration avec des personnes de ces cultures-là. Et je ne savais pas qu'en fait, ce que j'ai appris plus tard, c'est que là-bas, on ne dit pas quand on n'a pas compris. Ou c'est vraiment très difficile. Donc j'expliquais une demande, une analyse pour un réassort de produits permanents. Je travaillais en supply chain à l'époque. Et mon collaborateur me disait juste oui, pas de problème. Donc il n'y a jamais de problème sur le délai et sur ce qu'on lui demande. Et en fait, quand le délai est arrivé et que j'ai reçu l'analyse que j'avais demandée, c'était pas du tout ce dont on avait convenu, ou alors la personne avait pas compris, il semblait, et je n'avais pas du tout eu conscience quand on avait discuté. Comme ça s'est répété plusieurs fois, en fait, au final, je me suis dit qu'en discutant avec d'autres collègues, qu'en fait, c'était pas simplement moi. Et dans ce cas-là, il vaut mieux s'assurer, soit faire répéter la personne pour s'assurer que finalement on s'est bien compris, ou alors juste prendre plus de marge parce que on sait que la communication n'est pas forcément évidente et éviter de se mettre dans des situations où le délai est passé, il faut rendre quelque chose et en fait on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose où il faut se méfier, il faut être assez vigilant dès qu'on travaille avec des cultures différentes des nôtres. Bah, c'est vrai que la reformulation, ça peut être effectivement un bon conseil pour s'assurer que la personne a bien compris et pour l'aider à bien comprendre. C'est toujours un peu trouver le juste milieu entre ne pas froisser la personne et s'assurer qu'elle a bien compris. Et ça, c'est important à la fois pour bien s'entendre avec ses collègues, pour qu'il y ait quand même une bonne cohésion, mais aussi parce que ça impacte le business finalement. Parce que si la personne n'a pas compris, bah, les délais, on peut pas les tenir, c'est plus compliqué, quoi. Ah oui, exactement. J'avais un de mes premiers projets en arrivant chez Zalando où on travaillait avec la finance. Mon objectif, c'était de trouver la bonne personne pour reprendre ce projet parce qu'on l'avait commencé, mais pour moi, il était évident que c'était la finance qui devait reprendre. Et mon interlocuteur, qui était quand même le directeur de la finance, qui était hollandais, extrêmement brut de décrochage, en fait, il m'a regardé en me disant « mais non, pas du tout, c'est n'importe quoi, c'est pas à nous de le faire ».
Là, premier abord, je me dis waouh. Alors soit je me dis je veux plus jamais avoir à travailler avec lui et en se refermant et se remettant complètement en cause sur peut-être qu'il a raison. En plus, il est plus senior que moi. Peut-être que c'est pas du tout à son équipe de prendre ce projet. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment un trait de caractère des Hollandais. Il faut pas se laisser impressionner et il faut continuer la conversation, même si c'est pas très agréable pour soi. On peut des fois se dire, ah, c'est presque mal poli, on peut presque être choqué. Mais parce que dans le référentiel, ils sont au-dessus, en fait, sur dire les choses de façon cash. Et pour finalement, eux aussi, ils pensent que c'est pour le bien de tout le monde de dire les choses, quoi. Exactement. Et pour eux, dans leur référentiel, c'est pas le mal poli. Donc, un Hollandais qui travaille avec un Anglais, c'est très très compliqué, quoi. Et oui, le choc des cultures. Voilà. Quelle serait la solution, du coup? Comment est-ce que toi, t'as fait? Quel est ton retour d'expérience sur comment gérer ça, du coup? Comment est-ce que tu as fait avec ce directeur financier hollandais? Alors déjà, j'ai arrêté de me remettre en cause quand je me suis rendu compte qu'en fait, c'était sa manière de parler. Ça permet de reprendre un peu confiance en soi. Avec lui, la façon la plus simple, c'était aussi de lui montrer les faits et en fait aussi d'avoir d'autres personnes autour qui me soutenaient dans ma position. Ça a permis de rétablir le dialogue de manière un peu désamorcée. Finalement, il a accepté. En fait, il essayait de protéger son équipe et de pas avoir plus de travail. Mais face au fait qu'on était plusieurs à valider le fait que c'était à eux de reprendre le projet, ça a fonctionné. Mais il a fallu rétablir le dialogue et pas moi m'enfermer face à quelqu'un qui en fait était un peu agressif dans sa manière de communiquer, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu dis qu'il voulait protéger son équipe, il avait peur d'avoir peut-être trop de travail. Il faut pas oublier aussi que, au-delà des différences de personnalité ou de culture, chacun a aussi ses intérêts, chacun a ses peurs aussi. Donc peut-être là rassurer sur la quantité de travail du projet, en tout cas réussir à comprendre en fait ce qui se passe dans la tête de l'autre, hein, parce que nous on a notre propre grille de lecture. Les différences culturelles, en fait, elles sont intrinsèquement aussi liées au caractère de la personne, mais aussi à ses objectifs dans le travail, en fait. Quand je travaille avec un Hollandais ou mon nouveau chef qui est indien, c'est pas seulement lui qui a une différence culturelle. Moi aussi, en tant que Française, je me comporte peut-être bizarrement vis-à-vis d'eux et j'ai une manière de faire, peut-être que ma transparence ou la manière dont je parle les déstabilise aussi. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup, c'est un super témoignage. Je pense que voilà. Bah merci. À bientôt Solène. Merci, au revoir.